J'espère que vous allez bien. Pour toutes les personnes déjà connectées pour mon panel de ce soir, je vous invite à partager l'émission qui est déjà en live sur votre page Facebook, sur la page Facebook Miss Huguette. Vous pouvez aller partager l'émission sur votre mur, dans un groupe. Merci d'avance pour le soutien à tous ceux qui sont déjà connectés, tous ceux et celles, et ceux qui nous regarderont en replay. Je vois déjà du monde. Mes salutations à toutes et à tous. Mettez des cœurs, des likes, des émoticônes si vous êtes déjà connectés. Qu'on puisse se saluer le moment des dédicaces. Je vois du monde déjà connecté, ça fait plaisir. Qui est déjà connecté? Saluez-nous, saluons-nous pour la thématique de ce soir qui est déjà affichée en bas de vos écrans. Saluez-nous, des cœurs, des likes, des émoticônes, qu'on puisse se saluer comme nous le faisons chaque mardi. Bonsoir, Sacré Kétani, bonsoir. Bonjour, bonsoir, selon le pays, le continent où vous êtes. Qui est déjà connecté? Saluez-nous, saluons-nous. Nous allons démarrer notre émission. On compte sur vous, des likes, des partages, des cœurs. Moi aussi, je vais partager l'émission. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Instant H. Voilà, je suis Miss Huguette, l'animatrice, et c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette deuxième émission de l'année 2021. Alors, pour tous ceux et celles vous qui êtes déjà connectés, je vous invite vraiment à partager l'émission pour soutenir. Ça pourra répondre à une question, une problématique que rencontre une personne, vous ne savez pas, peut-être dans vos contacts. Et grâce à votre partage, qui ne coûte rien, ça permettra d'apporter des éclaircissements grâce à mon panel de ce soir. Sans plus tarder, je vais vous présenter mes invités. Donc, la thématique de ce soir est annoncée déjà. Naturalisation. Comment obtenir la nationalité française rapidement? Je vous invite vraiment à partager l'émission. Un partage, ça ne coûte rien. Moi, je compte sur vous. J'ai une forte communauté et je sais que vous savez partager, vous connaissez cette force et cette unité. Merci d'avance. Bonsoir, Catherine Coffey. Bonsoir, Catherine Coffey. J'espère que tu vas bien. Ici, on se tutoie tous. Voilà, sans plus tarder, je vais démasquer mes invités de ce soir. Si vous pouvez débloquer vos micros, qu'on puisse se saluer ce soir. Les micros, Sylvie, Rachel. Bonsoir Sylvie, comment ça va? Le micro. Nickel. Bonsoir. Ça va? Oui, tout va bien. En tout cas, une très belle année. On continue à souhaiter les vœux, meilleurs vœux. Très belle année à tout le monde. Merci. Rachel, ça va? Bonsoir Miss Huguette, ça va très bien, merci. Très très belle année à toi aussi, beaucoup de bonnes choses. Merci, à vous également. Nous avons aussi la servante Chamberline. Bonsoir servante, ça va? Alors nous ne t'entendons pas, le micro pourtant de mon côté est débloqué, mais il faudrait du son, du volume. Désolé, excusez-nous, les aléas du direct. Bonsoir à mon chroniqueur, Monsieur Mirai William. Même lorsqu'il n'est pas sur le plateau, il est quand même là. Bonne année 2021, encore et encore. On te souhaite le meilleur. Je te fais un grand clin d'œil et une grande force pour lundi prochain, pour cette nouvelle émission dont tu nous parlais la semaine dernière. Chamberline, est-ce que tu arrives à parler? Le micro ou prendre des écouteurs, peut-être des casques? En attendant, on va saluer notre juriste de ce soir, qui a bien voulu répondre présent, Monsieur Jean Didas. Bonsoir.
Oui, bonsoir Huguette, bonsoir à Sylvie, bonsoir à Rachel, bonsoir aussi à la servante Chamberlain, en espérant que vous entendez bien ce que je dis. Le Ça son est passe? mieux que l'image. Sylvie a dit OK. Rachel, ça va? Vous entendez bien? Monsieur Jean Oui, moi Dédas? j'entends bien. Super, super, super. Moi, je vous entends bien. Super, ben Moi, ça je vous ira. entends bien. Top. Est-ce que C'est vous l'image. m'entendez bien? On t'entend très bien, on vous entend très bien, Monsieur Jean Dédas, D'accord. mais l'image n'est pas très très bonne, mais on fera avec. Servante Chamberlain, on réessaye? Non, on n'entend pas. Vous l'entendez? Peut-être que c'est moi qui l'entends pas. Pardon? On essaye de faire un petit test rapide avec Chamberlain. Allô? Chamberlain, est-ce que tu nous entends? Moi, j'entends bien. Là, je vous entends bien. D'accord, mais maintenant on essaye d'avoir Chamberlain de son côté. Juste le micro. Pourtant, chez nous, son micro est débloqué, mais il faut qu'elle trouve le micro sur son téléphone, son application. Je crois qu'il y a des petits problèmes de connexion. Il y a aussi notre invité en anonyme qui a du mal à se connecter, mais on va y arriver. Alors, si aujourd'hui on a voulu faire cette thématique, hein, c'est pour aussi, voilà, c'est à la demande de beaucoup de personnes qui sont revenues vers moi en m'indiquant que, voilà, elles étaient sur le point de faire une demande de nationalité française, de naturalisation, qu'il y avait des choses qui étaient très difficiles, on demandait beaucoup de papiers. On m'a dit tout plein de choses. Je me suis dit, OK, je vais faire appel à des personnes qui maîtrisent le sujet, des associations, des juristes, des avocats, toute personne qui peut nous aider, mais aussi bien justement ce panel qui souhaite nous éclaircir un peu sur leur démarche, pour ceux qui ont fait la demande de nationalité, pour ceux qui ont eu des rejets, pour ceux qui ont eu des acceptations et pour ceux et celles qui vont aller faire la demande prochainement. Ça pourra vous éclaircir et voilà, les experts pourront vous donner peut-être quelques outils pour bien préparer votre dossier avant d'aller vous présenter. On va démarrer cette émission. J'avais perdu une intervenante pour le moment. Juste une petite présentation rapide. Sylvie, ce n'est pas la première fois que tu passes sur notre plateau, mais ce soir, il y a peut-être de nouveaux invités. Est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas? Oui, tout à fait. Alors moi, je milite aux Amoureux au banc public. Les Amoureux au banc public, c'est une entraide entre couples binationaux qui sont face à des difficultés administratives, voire même judiciaires. Et pour certains, puisqu'on les connaît de longue date, il y a des personnes qui ont demandé la naturalisation française. Voilà. Très, très bien. Merci beaucoup. Rachel? Oui. Voilà, Rachel, je coupe le micro en fait quand vous n'avez pas la parole pour qu'il n'y ait pas de bruit extérieur. Peux-tu te présenter tes nombreuses casquettes pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas? J'étais justement en train de me dire ça. Je dis, Rachel, c'est plusieurs casquettes. Mais celle qu'on va privilégier ce soir, c'est vraiment la casquette artistique parce que c'est par là que tout le monde me connaît. Je suis donc comédienne gabonaise. J'ai joué dans plusieurs films dans mon pays, le Gabon. Voilà, une femme formidable. Hein. Je pense que beaucoup de films sont encore disponibles. Et puis, je vous invite à aller les regarder par ces temps de confinement, couvre-feu, selon les pays. Voilà, nous avons avec nous aussi un professionnel qui pourra nous donner vraiment les informations très juridiques. Il s'agit de Monsieur Jean Dédas. Monsieur Jean Dédas, vous pouvez un peu nous dire votre spécialité, votre domaine de compétences, un petit peu votre parcours, s'il vous plaît. En débloquant le micro. Monsieur Jean Dédas, on ne vous entendait pas du tout, le micro était coupé. Est-ce qu'on peut reprendre parce que votre micro était coupé? On vous écoute. Alors, j'étais en train d'expliquer que j'étais juriste et j'étais spécialisé en droit public à Paris. Je travaille à Paris. Ben, merci beaucoup. C'est parti? Oui, c'est
passé, le message est passé, on a bien entendu, très bien, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, hein, je vois du monde déjà connecté, mon panel, n'hésitez pas à partager l'émission sur votre mur, dans des groupes, vous pouvez, hein, pendant que nous sommes en train de discuter. C'est un échange, sentons-nous à l'aise. Je vois déjà du monde. Saluez-nous, hein, des cœurs, des likes. Il faut se saluer, qu'on sache que vous êtes déjà présents ce soir. J'avais beaucoup de monde qui m'a dit qu'ils suivront l'émission, qui auront des questions à poser. On compte sur vous, c'est le moment. Servante Chamberlain, est-ce que le micro, ça va mieux? Non, nous, on n'entend rien de notre côté. En enlevant peut-être les écouteurs, il n'y a pas un truc, un son, le volume. Il y a quelque chose qui nous manque là pour le son. En augmentant le volume? Je vais revenir dessus juste après. Le temps que tu essaies tes réglages, je te laisse ton micro ouvert. N'hésite pas à faire des tests. Et si on t'entend, je te ferai signe. N'hésite pas à faire des tests. Merci. Alors, je vais commencer par la première question. On va y aller progressivement. J'ai eu pas mal de questions et je pense qu'il y en aura encore tout au long de l'émission. Alors, on va démarrer par le commencement. On va commencer par Monsieur Jean Didas. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment, qu'est-ce que cette demande de naturalisation, qu'est-ce qu'on comprend par naturalisation, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En débloquant ton micro, s'il te plaît, Monsieur Jean Didas. Des problèmes techniques, hein, veuillez nous excuser, les aléas du direct. Vous m'entendez bien? Ça y est, on t'entend. Allô? Oui, on t'écoute. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, la naturalisation, c'est le processus, la procédure de l'accès à la nationalité française. Donc, le fait pour une personne qui est de nationalité étrangère ou qui n'a pas de nationalité, donc qui est apatride, donc le fait pour cette personne-là d'entrer dans la nationalité française. Mais la naturalisation doit s'entendre d'une entrée en nationalité française précise, c'est-à-dire qu'il s'agit donc, comme je l'ai dit, de personnes qui sont nées étrangers, puisqu'on sait bien qu'en France, il y a des personnes qui sont nées françaises, donc auxquelles on attribue la nationalité française, et ces personnes-là n'ont pas besoin de naturalisation. Donc la naturalisation, ça concerne donc des personnes étrangères et qui cherchent ainsi à entrer dans la nationalité française. Ok, très bien, merci beaucoup pour ces explications. Vous m'entendez? Oui, oui, très très bien. Sylvie, je vais te demander un petit complément sur en quoi consiste exactement votre association par rapport à toutes ces demandes que voilà, les étrangers font en arrivant sur le territoire français. En quoi vous les assistez? Alors, les amoureux banc public prennent la défense des droits des couples binationaux de deux nationalités. Et on a rencontré à un niveau, je dirais, politique, la naturalisation, puisque avant les élections municipales, on a été rencontrer les listes qui se présentaient dans notre ville. Et un homme très de droite nous a dit « Ah, mais de toute manière, le plus simple, c'est de demander la naturalisation. » Sous-entendu en filigrane, comme ça, on n'est plus étranger, on est français et on est pleinement intégré. Donc ça nous a fait réfléchir, on en a parlé ensemble, et on s'est rendu compte qu'effectivement en France, on a la chance de pouvoir accéder à la naturalisation française pour ceux qui le souhaitent. Il y a des pays où c'est totalement impossible. Vous aurez beau vivre là-bas, montrer patte blanche, dire que vous faites partie de la communauté, vous n'y arriverez pas. D'accord. Alors, par exemple, les pays où c'est absolument impossible, c'est l'Afghanistan, la Birmanie, la Corée du Nord, le Qatar, Singapour ou même la Slovaquie plus près de chez nous, qui est quand même, on l'ignorait, hein.
Et il y a des pays pour lesquels c'est quasiment impossible, comme la Chine, la Palestine, le Soudan du Sud, la Syrie, le Vatican, le Yémen. Voilà. Wow. Après, Ok. vous avez des gradations de difficulté, puisque vous pouvez accéder à la nationalité française soit de manière administrative, soit religieuse, soit même avec des revenus financiers suffisamment élevés pour pouvoir accéder à la nationalité du pays. Ok, Donc, je trouve quand même que c'est intéressant de se dire, bah, finalement, en France, oui, effectivement, on peut à un moment donné demander la naturalisation. Et ça veut dire que on se dit, oulala, 1 an d'instruction du dossier, c'est très long. Mais par rapport à d'autres pays, finalement, c'est pas si long. Donc, je trouvais quand même intéressant de, voilà. Très intéressant. Et par contre, nous, la première chose qu'on fait réfléchir, c'est pourquoi demander la nationalité française? Est-ce que vous êtes sûr que vous souhaitez demander la nationalité française? Et donc ça, c'est quand même une réflexion qu'on trouve assez importante, et on a eu des réponses assez différentes autour de ce questionnement. Déjà, il y a des pays qui acceptent la double nationalité. C'est-à-dire que quand vous demandez la nationalité française, vous n'êtes pas obligé d'abandonner votre nationalité de naissance. Ça, c'est important aussi. Disons que s'il y a des conventions bilatérales entre la France et le pays et qu'on peut conserver la double nationalité, c'est moins douloureux, peut-être, en termes de rupture vis-à-vis de son pays de naissance. D'accord. Donc il y a cet aspect qu'on trouve important. J'ai noté pour la double nationalité, par exemple, vous avez l'Albanie, l'Algérie, le Liban, le Sénégal, l'Ukraine. Ok. Mais il y a des pays où vous ne pouvez absolument pas. Par exemple, l'Allemagne, qui est à côté de chez nous, hors citoyen de l'Union européenne et de la Suisse, refuse la double nationalité. La Biélorussie, ça vous étonnera pas. L'Espagne, si vous ne venez pas spécifiquement d'un pays d'Amérique du Sud et d'une petite poignée de pays comme assez curieusement aussi le Portugal, vous ne pourrez pas avoir de double nationalité. Après, par exemple, les Pays-Bas ne reconnaissent la double nationalité que par l'acquisition de la nationalité hollandaise par le mariage. D'accord. On va revenir dessus, Sylvie. On va revenir dessus parce que tout à l'heure, on parlera justement des doubles nationalités. Je salue Semaj Jay, qui est déjà connecté. Bonsoir, Semaj Jay Sweet. Connectez-vous, partagez l'émission. Nous sommes dans votre émission Instant H, dont la thématique de ce soir est la naturalisation. Comment obtenir la nationalité française rapidement? Il y a des questions qui commencent à arriver, c'est très bien. Je vais les annoncer. Donc, indiquez toutes vos questions en commentaire. Nous les poserons à nos experts ce soir. Nous les poserons toutes. Alors, je vais donner un peu la parole à Rachel Osima afin qu'elle puisse nous faire part très brièvement, parce qu'elle pourra malheureusement pas nous faire le résumé de toute sa vie, mais très rapidement, pouvoir nous résumer un peu son parcours, je dirais même le parcours du combattant, parcours de la survivante dans ce pays, la France. Rachel, en débloquant ton micro toujours. Alors, dis-nous tout. Je vous invite vraiment à partager. Je l'ai déjà reçue sur mon autre plateau, La Voix de la Femme, et je peux vous dire que cette femme, elle a bien du courage. Et après, je donnerai la parole à nos experts. Rachel, alors, si on peut tous dire, tu es arrivée en France il y a combien d'années? Alors, merci Miss Huguette. Je suis arrivée en France en 2000 exactement. Et j'ai emmené avec moi mes 2 filles. Waouh! Alors Rachel, comme on l'a dit en introduction, dans ton pays d'origine, qui est le Gabon, si je ne me trompe pas. Oui. Tout allait bien. Professionnellement, ta carrière était en plein apogée, etc., etc. Et puis, à un moment, tu décides de venir t'installer en France. Alors, quand tu arrives, il faut faire des démarches si on souhaite t'installer pour y vivre et travailler. Quand tu fais cette première demande, voilà, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive ici, je n'ai pas du tout de repères. C'est vrai que j'avais déjà vécu en France, mais j'étais plus jeune et j'étais sous la couverture d'un frère de ma mère.
Donc, quand je repars au Gabon, la France est restée dans la tête et je me dis, bon, ben, on va repartir de soi-même. Et c'est comme ça que je reviens en lâchant tout ce que j'avais au Gabon, mon travail, mes activités. Et voilà, je viens m'installer ici. Mais sauf que j'avais vraiment pas pris toutes les informations qu'il fallait pour s'installer. C'est sur place que je découvre comment faire pour essayer de s'insérer dans la société, essayer de se légaliser. Ce qui arrive, c'est que de bouche à oreille, j'ai une amie qui me fait comprendre qu'il y a une possibilité de faire une demande d'asile. Et là, j'ai pas toutes les informations, j'ai pas toutes les données et je me lance donc dans la demande d'asile. Et c'est la demande d'asile qui commence vraiment à m'amener toutes les difficultés que je rencontre parce que déjà, je viens d'un pays qui est très lié à la France et il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème particulier à l'époque où je suis arrivée en France. Donc là, je me trouve confrontée vraiment à un gros souci. Sauf que bon, ça prend du temps. Il y a beaucoup de personnes qui demandent l'asile à ce moment-là et je gagne du temps, on va dire. Donc, les années passent et je m'installe tranquillement. Les enfants vont à l'école. Je suis suivie par les assistantes sociales. Donc, il y a un circuit qui se fait, une piste qui se fait pour moi. Okay. Et je commence à vivre normalement dans la France en attendant les papiers. Jusqu'au jour où j'ai un premier rejet. Ensuite, toujours mal guidée, mal conseillée, je me retrouve à faire un recours. Et de ce recours, j'ai encore un rejet. Et là, c'est la cata. Je sors du CADA, je sors carrément du système social avec les assistantes sociales et tout. Donc, je me retrouve presque dans la rue avec les enfants. Et c'est vraiment là le parcours du combattant. C'est vraiment là qu'il faut que je suis allée chercher le courage, je ne sais où, pour pouvoir tenir et continuer à me battre. Et j'ai fait 16 années en France sans papier. Alors, tu vas nous le répéter parce que c'est là où je voulais en venir. Après, peux-tu nous répéter combien d'années avec des enfants tu as fait sans papier? 16 ans. 16 bonnes années sans papier. Hormis les deux demandes, donc la demande principale et le rejet, tu en as fait d'autres demandes. Oui, après ça, je savais même pas que je pouvais le faire. C'est vraiment important d'aller à l'information. Je le martèle aujourd'hui. J'invite vraiment les personnes aujourd'hui qui sont dans ces situations-là à aller vraiment à l'information. Parce que si on écoute les uns et les autres, on n'a pas la bonne information et on est mal guidé, mal conseillé. Parce qu'on va prendre le cas d'une personne qui est passée en asile il y a 3 ans avant vous. C'est plus les mêmes lois, c'est plus les mêmes. Donc, on n'a plus les mêmes repères. Et elle vous dit, moi, j'ai fait ça. Et vous voulez faire la même chose. Vous êtes confronté à des problèmes. Donc, moi, après mes 2 rejets, j'ai demandé normalement, cette fois-ci, à la préfecture, mais je n'avais rien en fait, je n'avais pas d'enfant français, j'avais rien qui pouvait en fait, j'avais même pas encore plusieurs années sur le territoire, donc je ne rentrais vraiment dans aucune catégorie pendant des années, ça a duré comme ça au moins 5 ans. Autour de la 5e année, bon, j'ai rencontré quelqu'un qui a voulu m'épouser, qui est devenu mon fiancé, et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à faire la demande par le concubinage. Et même là, j'arrivais pas du tout, j'avais toujours des rejets. Waouh, c'était un parcours assez périlleux, assez difficile. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, vas-y, c'est trop difficile ici, on veut pas m'accepter, c'est pas une terre d'asile, d'accueil, je rentre chez moi? C'est ce qui est bizarre parce que franchement, à aucun moment j'ai ressenti cela. J'avais vraiment envie de me battre parce que le désir de vivre en France était en moi. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui nous habite et on ne comprend pas pourquoi on s'obstine comme ça à vouloir faire la chose. Je peux dire aujourd'hui que j'y suis arrivée parce que c'est ce que je voulais vraiment. C'était vraiment mon combat et j'ai mené ce combat-là tant bien que mal. J'ai été arrêtée 2 fois de suite par la police. J'étais arrêtée au centre de rétention 2 fois de suite. Et là, vraiment, j'ai cru que je partirais. J'ai cru vraiment que j'allais me retrouver au Gabon. Mais non, pas du tout. J'étais relâchée. Et le combat a continué. Et puis voilà, quoi. On va revenir dessus. Servante Chamberlain, est-ce que, déjà merci beaucoup Rachel de nous avoir confié, partagé ce bout de ton histoire, un grand merci. On a plein de salutations, des
Félicitations. Servante Chamberlain, est-ce que tu peux faire un test? Tu avais essayé d'un autre portable, je voyais, il fallait essayer de se combiner là, ça aurait été bien. Jean Didas, Monsieur Jean Didas, vous avez entendu le témoignage de Rachel Osima. Vous-même, en tant que juriste, conseiller juridique, vous en voyez des cas comme ça? C'est des choses qui peuvent arriver, des personnes qui restent très longtemps en situation irrégulière sur le territoire français? Monsieur Jean Didas, le micro. Française. Alors, si vous pouvez reprendre, il y avait un bien problème. entendu qu'elle a déjà la nationalité française. Elle va nous expliquer ça Oui. au cours. Elle va nous expliquer ça en cours de. Non, il a paru que Rachel n'est pas encore française. Elle n'est pas encore française, non. Elle a au Non, moins. pas encore. Non, non. Je viens d'obtenir les papiers en 2016. Allô? Voilà, donc je ne suis pas encore française. Oui, oui, mais c'est le parcours. Ok. Alors, Monsieur Jean Didas, qu'est-ce que vous en C'est dites? le parcours du combattant. Maintenant, vous êtes Le problème de connexion, Monsieur Jean Didas? maintenant. Oui, ouais, mais je disais que or, je souligne le courage de Rachel qui est beaucoup battu. Oh là là. Allô? On vous entend très bien, on vous écoute. Allô? On vous écoute. Oui, oui, j'étais en train d'expliquer que cette année, Rachel, normalement, pourrait demander sa nationalité française puisque ça lui fait 5 ans en 2021 qu'elle sera régularisée. Elle a eu son titre de séjour en 2016, donc là, ça fait 5 ans. Alors, je ne sais pas quel mois il a eu son titre de séjour. Normalement, il devrait pouvoir solliciter sa nationalité française. Ok. Si C'est par bon à ailleurs, savoir. elle remplit les autres, enfin, les conditions requises par la loi. Si elle On va y travaille, aller si justement par rapport à ces sa famille est en conditions. France. Par rapport à ces conditions, Monsieur Jean Didas, Allô? quelles sont les conditions pour obtenir une naturalisation, une nationalité française? Quelles sont les conditions? Alors, est-ce que, j'ai pas bien entendu, est-ce qu'elle est mariée? Allô? Elle est mariée, Rachel, oui. Oui, oui. Mais là, on parle des cas généraux, hein, des cas. À un Français? À un Français, oui. Ah, voilà. En fait, tous les cas généraux, il faut avoir 18 ans. Il faut être de bonnes mœurs, de bonne vie. Il ne faut pas avoir fait l'objet d'un certain nombre de condamnations pénales. Il ne faut pas avoir été convaincu donc d'atteinte aux intérêts de la France ou d'actes de terrorisme. Donc il y a un certain nombre de conditions que tout demandeur de la nationalité française doit remplir. Maintenant, dans son cas, comme elle est mariée, il faut, si elle recherche la nationalité française en tant que épouse d'un Français, il faut qu'elle justifie donc de 4 années de vie de couple, enfin de vie de mariage. C'est-à-dire que dans son cas, à elle, elle peut demander la nationalité française, soit donc en tant que épouse d'un Français, ou soit simplement en se prévalant de ce qu'elle a installé en France le centre donc de sa vie familiale et professionnelle. À ce moment-là, il faut qu'elle justifie que tous ses enfants sont en France, pas travail, c'est cela. Donc elle a deux fondements possibles pour demander la nationalité française, soit en tant que épouse d'un Français, soit en tant que personne s'équivalent de son centre de vie professionnelle et familiale en France.
Ok, merci beaucoup. On va poursuivre dans les questions générales. Vous avez parlé de certaines conditions pour obtenir la nationalité française. J'invite vraiment toutes les personnes connectées, les auditeurs, auditrices. Sachez que vous aussi, vous faites l'émission avec nous. Je vous invite à poser vos questions dès à présent et on va toutes les afficher et les poser à nos experts ici présents ce soir. Monsieur Jean Dudas, je continue encore un petit peu avec vous. Vous avez parlé de certaines conditions pour obtenir la nationalité française. On m'a aussi posé des questions avant à l'annonce de l'émission, donc je vous les pose ce soir. Faut-il obligatoirement bien parler la langue française pour prétendre à la nationalité? Non, pas bien parler la langue française, mais il faut savoir la parler parce que, au fond, les gens qui savent très bien parler la langue française ne sont pas si nombreux que ça. En tout cas, il faut en justifier une certaine donc maîtrise morale, mais je pense pas que ce soit une condition que l'administration applique de façon rigoureuse. Je précise quand même que il y a par exemple une procédure spéciale d'acquisition de la nationalité française par le biais du ministère de la Défense ou des Affaires étrangères. Et je ne pense pas que dans ce type de procédure, donc l'administration se montre exigeante, rigoureuse dans l'appréciation du niveau de français. Non, mais ce qui est certain, il faut justifier d'une connaissance de la langue française, mais je ne pense pas que l'administration s'évertue à exiger que ce soit une connaissance parfaite. Il faut savoir parler le français, il faut être en mesure de communiquer en français. Bon, je pense que c'est un contrôle minimal qui est fait. Et s'agissant par exemple d'un conjoint d'un Français qui ne maîtriserait pas la langue française, qui ne la pratiquerait que imparfaitement, je vois mal comment l'administration pourrait se montrer si exigeant. Il faut considérer que c'est une condition que, dans certains cas, on interprète souplement. Prenons le cas des étrangers qui ont servi dans l'armée française ou dans une unité de l'armée française à l'étranger, qui ont combattu pour la France. Comme on peut en rencontrer dans la Légion d'honneur ou dans d'autres unités françaises, je ne pense pas que de ces gens-là, on exige une connaissance parfaite du français. Ok, très bien. Mais c'est vrai que la condition, elle est posée, et pour les gens qui participent à l'entretien individuel à la préfecture, de leur demande de la nationalité française. Donc, ces personnes-là seraient bien inspirées de se présenter à ce moment-là avec un certain niveau avéré de la langue française, mais c'est pas une connaissance qu'on exige parce que, au fond, très peu de gens en France, y compris les Français eux-mêmes, maîtrisent la langue française. Très bien. Sylvie voulait réagir par rapport à cette question. Tu peux débloquer ton micro, Sylvie. Oui, j'avais une toute petite précision, tout à fait d'accord, Jean, avec vous. Depuis peu, ou alors tout récemment, alors Jean va pouvoir confirmer, on est passé à l'écrit, à une demande du français à l'écrit, plus uniquement la demande à l'oral. Mais il faut savoir que pour les personnes qui ont été soit analphabètes, soit illettrées, qu'elles peuvent expliquer leur parcours, et du coup l'exigence sera moindre pour elles. On prendra en compte le fait qu'elle n'ait pas soit n'ait pas été scolarisée du tout, soit été en échec scolaire, et donc la condition requise sera moins élevée pour quelqu'un qui a eu un parcours un peu difficile de ce type-là. Voilà. Donc il faut pas, effectivement, comme dit Jean, il faut pas avoir peur de cet impératif. Ok. Je vais la volonté de se lancer dans le français, évidemment pour les pays non francophones. D'accord. Voilà. Sylvie, ne coupe pas ton micro. Je vais lire le commentaire d'une invitée
qui est sous le nom de Kama, Iso ce soir, que je salue. Bonsoir, Joyce. Moi, j'ai 4 demandes à mon actif et toujours ajournées. J'ai fini par lâcher l'affaire et pourtant, je suis pupille de l'État. Alors, Sylvie, que veut dire déjà pupille de l'État pour ceux qui ne le savent pas? Alors moi, comme je suis pas juriste, je ne saurais pas Non, vous ça ne parle pas. dire. Jean Didas? Donc Jean sera beaucoup plus. Très bien, on lui rend la parole. Monsieur Jean, alors cet invité nous indique que les pupilles de l'État, c'est quoi? Il y a une priorité par rapport à ça? Petite définition. Le micro. Le micro. En fait, c'est quelqu'un qui a un temps été placé et donc élevé par le biais des institutions françaises. Mais il faudrait voir les raisons pour lesquelles Camar a fait l'objet d'un ajournement. Bon, en principe, alors, je ne sais pas si ça fait l'objet d'un ajournement plusieurs fois ou d'un rejet plusieurs fois. En principe, l'ajournement, c'est l'idée que au moment où vous déposez votre demande, on considère que vous ne remplissez pas encore les conditions. Donc, on vous dit vous revenez dans 2 ans ou 3 ans. Bon, il arrive qu'on fasse 2 ajournements. Bon, plusieurs ajournements, c'est assez rare. Donc, j'aimerais savoir les raisons pour lesquelles il a été ajourné. J'aimerais savoir. Et j'aimerais aussi savoir s'il a eu à saisir le tribunal de Nantes, parce que on conçoit très mal qu'il y ait autant d'ajournements. Alors, est-ce qu'il veut parler de plusieurs rejets? On peut, alors comme on peut faire plusieurs fois la demande de naturalisation, donc évidemment il est possible qu'il y ait plusieurs rejets. Donc je ne sais pas s'il a fait l'objet d'un rejet ou d'un ajournement. En général, quand on vous ajourne, on vous dit vous pouvez devenir français, faites un effort, on vous demande ceci, cela, dans 3 ans venez. En général, les gens, par exemple ceux qui ont de petits salaires ou qui sont ou qui viennent juste d'avoir un CDI, voilà, donc prennent 2 ans, 3 ans et ils repartent, et parfois ça se passe bien, parfois aussi ça se passe pas bien, mais un ajournement, c'est une annonce que vous aurez la nationalité un jour prochain, mais que pour l'instant l'administration considère que vous ne remplissez pas ces exigences. D'accord. Est-ce qu'il s'agit d'ajournement en ce qui le concerne ou de rejet? Parce que c'est pas la même chose. Très bien. J'ai le sentiment que mon invité en anonyme a réussi à se connecter. Je vais voir. Allô, allô, est-ce que vous nous entendez, Joséphine? Allô, Ah, allô, tu m'entends? très, très bien. Super. Ok. Je sais que il y a 2 invités qui ont du mal. Alors, elle a fait le choix de venir en caméra cachée, oui, masquée. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Joséphine, peux-tu nous parler très rapidement de ton parcours à toi, tes péripéties que tu as rencontrées, où tu en es aujourd'hui dans tes demandes de séjour, s'il te plaît. Bon, voilà. En fait, moi, ça fait 36 ans que je suis en France, en fait. Et je suis en CDI dans le sud de la France, d'où mon accent. Début 2019, j'ai dit que j'allais demander ma nationalité française. Et entre-temps, je me suis dit que d'abord, je devais renouveler ma carte de 10 ans. Et mon passeport s'est périmé le 15 mai 2020. Donc, j'ai commencé à payer mon passeport via l'ambassade du Congo à Paris. Et c'est là que les problèmes ont commencé, en fait. Donc, j'ai tout payé. Au bout de 2 mois, j'ai reçu l'attestation comme quoi j'ai payé mon passeport. J'ai pris rendez-vous à l'ambassade et là, ils n'ont pas voulu me faire le passeport ni les photos parce qu'il manquait un papier. Et j'ai demandé comment avoir le papier puisque vous ne me l'avez pas dit dans le mail. Ils m'ont dit il faut aller sur le site de l'ambassade et tout. Bref, je suis revenue à Toulouse. J'ai payé tout ce qu'il faut aller sur le site de l'ambassade pour avoir mon papier de coordonnance par rapport au prénom. Et je l'ai fait en janvier, ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois, aucune nouvelle. Entre-temps, il y a eu le Covid qui est arrivé. Entre-temps, mon passeport est périmé.
ma carte de séjour est périmée. Donc, automatiquement, j'ai plus de papier. Wow. Ouais. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu le Covid et que l'État français a dit que les personnes qui avaient la carte de 10 ans vont être prolongées 3 mois. Après, ça fait 6 mois. Mais le problème dans l'histoire, c'est que je suis en CDI, moi. Au début, je travaillais pas parce qu'il y avait le confinement, mais en janvier, non, en juillet, j'ai repris le travail. Et moi, j'étais très mal à l'aise, en fait, au boulot. Et j'ai dit à mon délégué du personnel que voilà, j'ai un problème de papier, puisque j'ai pas ma carte de 10 ans, elle n'est pas renouvelée, c'est avec l'ambassade et tout. Et il m'a dit, vu que l'État a prolongé de 6 mois, ça va le faire. Tant que le gérant ne te pose pas de problème, on va rien dire. Et septembre, toujours aucune nouvelle de l'ambassade. Aucune nouvelle. Entre-temps, on a en français, la CAF, plus rien. La CAF m'a bloqué parce que j'ai plus de papier. Ils ne voulaient rien savoir par rapport au fait que ma carte de séjour était prolongée 6 mois. Ils ne voulaient rien savoir. D'où le fait qu'après, j'ai pris contact avec Huguette, patati patata. Et et grâce à elle, j'ai eu une attestation d'attente de passeport. Donc, je me suis dit, ben, j'ai plus rien à perdre, je vais aller à la préfecture, prendre un rendez-vous et leur expliquer mon cas, en fait. Et quand je suis arrivée à la préfecture, j'ai montré mon passeport qui était périmé et j'ai montré l'attente de passeport. La femme, Dieu est grand, elle m'a dit, ça fait plus de 20 ans que vous êtes là, passeport périmé ou pas, on vous refait la carte. En fait, j'ai eu ma carte en décembre, là. Mais ce que je ne conçois toujours pas, c'est que de mon côté, j'ai toujours pas le papier de la préfecture, non, de l'ambassade du Congo pour avoir mon papier de coordonnance pour refaire mon passeport. Donc sans ce papier, je peux pas aller faire mon passeport à l'ambassade et je peux pas faire et il me manque ça pour faire mes papiers pour la nationalité française aussi, quoi. Wow. Donc voilà, quoi. J'ai Ça, vécu c'est un peu mon histoire. effectivement avec cette très chère Joséphine qui était comme ça, je peux vous le dire, vous imaginez, un CDI de 8 ans. Et là, les employeurs, apparemment, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de, on applique la procédure, on n'a plus de titre de séjour, on est licencié. Et là, elle se disait, mais je vais tout perdre, mon logement, mon travail, tout ça pour telle et telle procédure. Il y a des invités qui nous parlent justement de ce Covid, qu'est-ce que ça a engendré. On en parlera tout au long de l'émission. Je vais redonner la parole. Merci Joséphine. On va essayer de revenir très rapidement. Ne déconnecte pas. Oui. Monsieur Jean Dédas, la problématique qu'a rencontrée Joséphine, est-ce que c'est quelque chose qui est revenu vers vous au sein des juridictions, au sein des tribunaux, ces gens qui ont eu des problèmes bon. pour régulariser en fait leur titre de séjour et Joséphine a réglé leur travail. Oui. En fait, Joséphine a heureusement réglé son problème de titre de séjour, mais la difficulté qu'elle a rencontrée pour renouveler donc ce titre de séjour est une difficulté à laquelle malheureusement beaucoup d'étrangers sont confrontés parce que beaucoup d'entre eux sont ressortissants de pays qui n'ont pas un service consulaire performant. Le Congo, je suppose le Congo-Brazzaville, dans le cas de Joséphine, fait partie de ces pays-là. Moi, j'ai des amis qui ont déposé une demande de passeport depuis plus d'1 an. On leur a donné l'attestation comme quoi ils ont payé les droits qu'il faut pour se faire délivrer le passeport et rien n'est fait. Certains même prennent le risque de partir au Congo, de faire le passeport et de revenir avec. Bon, mais c'est malheureusement un problème qui se pose à la plupart des consulats de pays de l'Afrique française francophone, qui, en fait, des consulats qui marchent pas bien. À Paris, il y a des ambassades où les passeports se font dans la semaine. On dépose un document et quelques jours après, 1 semaine, 2 semaines, donc les passeports reviennent, on les signe et on les dépose et on les joint au dossier de la préfecture. En fait,
En l'absence de passeport, les préfectures françaises se contentent d'une attestation de dépôt qui vaut passeport. Alors, pour la demande, pour l'accès à la nationalité française de Joséphine, il faudrait qu'elle règle un problème que la préfecture soulevera systématiquement. Mais s'il y a un problème de concordance de ses prénoms, s'il n'y a pas un acte judiciaire, enfin, je sais pas où elle est née, elle. En fait, je suppose qu'elle est née donc en République du Congo. Donc, il n'y a que les juridictions congolaises qui peuvent statuer s'il y a une difficulté sur son prénom. Alors, si elle ne règle pas ce problème-là, pour sa demande de nationalité, ça risque d'être difficile parce que la préfecture instruit les demandes de nationalité de façon serrée, en vérifiant tout. On va même jusqu'à vérifier des déclarations que vous avez faites à la préfecture antérieurement pour savoir si vous avez menti. Donc, il faudrait qu'elle soit sensible à cette question-là de concordance de prénom. Mais, je dis quand même qu'elle est chanceuse, hein, qu'elle est très chanceuse que son titre de séjour lui ait été refait alors qu'elle n'avait pas de passeport et alors que l'attestation de dépôt, d'après ce que je viens de comprendre, n'avait plus de validité. Et elle est très chanceuse. Pour la nationalité française, faut qu'elle soit plus vigilante parce que les enquêtes sont menées par des gendarmes. Donc, ils vérifient tout. Donc, il faudrait qu'il règle ce problème. Peut-être que la question de ces prénoms pourrait nécessiter une décision de justice rendue par un tribunal congolais, je ne sais pas. Donc, il faudrait qu'elle prenne ce problème-là très au sérieux. D'accord, d'accord. Mais justement, par rapport à la problématique que Joséphine et vous-même vous avez relevée sur les consulats, les ambassades de certains pays, est-ce que là, par exemple, dans son cas, ça fait déjà de janvier à janvier, nous sommes déjà à 1 an d'attente de passeport qui est censé venir de son pays d'origine. Est-ce que tout ça, ça peut être bloquant pour une demande de nationalité ou les autorités d'ici comprennent que c'est bloqué au niveau des pays d'origine? Non, mais tant qu'elle a l'attestation de dépôt, ça ne devrait pas bloquer. Une attestation de dépôt en cours de validité. D'accord. C'est-à-dire que à chaque fin de validité de l'attestation de dépôt, il serait bien qu'elle se présente au consulat du Congo à Paris pour se faire délivrer une nouvelle attestation de dépôt. C'est ce document-là qui fera office de passeport. Okay. En principe, mais ça devrait passer. Ça devrait passer, mais il faut que ça soit en cours de validité. Super. Joséphine, est-ce que tu as… Mais il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Hein. Beaucoup de Congolais ont ce problème avec leur passeport. D'accord. C'est connu alors, apparemment. Joséphine, est-ce que tu as une autre question ou tu souhaites… Ce qu'elle pourrait faire. Monsieur Jean, on vous écoute. Ouais, non, je dis que ce qu'elle pourrait faire, ben, si elle connaît des personnes dans son pays d'origine, elle va sur place, elle récupère son passeport, comme là, elle a son titre de séjour et rentre en France avec son passeport. Donc, là, si elle attend, ça peut prendre encore… Elle peut voyager sans passeport à l'aller? Oui, elle peut… Non, elle peut solliciter auprès du consulat du Congo un laissez-passer qui vaut passeport. Ok. C'est-à-dire que, alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle se renseigne au Congo, dans sa famille, si elle connaît, s'il y a quelqu'un qui est introduit dans les milieux, et alors, si on lui donne l'assurance, elle va à l'ambassade du Congo, elle demande un laissez-passer, elle se fait délivrer un laissez-passer, elle part au Congo et va prendre son passeport et rentre avec. Ça, c'est possible. Oh. Sinon, elle va attendre jusqu'à ce que l'administration marche bien. Ok. Joséphine, ben, j'espère que tu as eu les réponses dont tu avais besoin. Sinon, on reviendra sur ton dossier dans quelques minutes. Rachel, je vais pas te prendre trop de temps, tu es là depuis le début.
Est-ce que tu as encore des questions à poser? Tu me dis, hein, si tu souhaites rester encore avec nous ou par rapport à tout ce qui se dit depuis, les expériences de chaque personne, tu te rends compte que c'est toujours autant le parcours du combattant hein, pour être régularisé, rien n'a changé. Effectivement, j'ai quelques questions parce que on entend dire beaucoup de choses et on ne sait jamais quelles sont vraiment les bonnes informations. J'ai des personnes qui m'ont dit il y a 2 ans de cela qu'il serait opportun pour moi de demander la nationalité. Et je ne savais pas trop est-ce qu'il fallait le faire ou pas. Mais bon, j'étais pas trop pressée. Je suis restée tranquille. Et là, je viens de faire 4 ans de mariage maintenant. Et il y a une ouverture aussi qui se fait là en ce moment où l'État facilite en fait la nationalité française, donne accès à ceux qui ont travaillé pendant le Covid. Il y a certains métiers qui sont répertoriés et ben je fais partie d'un de ces métiers et je me suis dit tiens, tant qu'à faire, pourquoi ne pas constituer maintenant mon dossier? Mais les questions restent là pour les autres. J'aimerais bien qu'on réponde pour les autres. Est-ce que dans mon cas, mariée 2 ans après, enfin après avoir fait plus de 15 ans en France, mariée 2 ans après, est-ce que avant d'avoir la carte de 10 ans, est-ce qu'on peut demander la nationalité française? Monsieur Jean, je pense que cette question, elle s'adresse à vous. Vous pouvez demander la nationalité française. Je vous invite d'ailleurs à demander la nationalité française. Mais normalement, vous devrez déjà avoir la carte de 10 ans. Oui, là, je viens de recevoir le SMS aujourd'hui. Ma carte, elle est prête. Bonne oui, nouvelle. normalement, vous avez déjà droit à la carte de 10 ans, là, déjà. Donc, dans la foulée, demandez la nationalité parce que je crois que vous avez jusqu'au 25 septembre de cette année si vous faites partie des personnes dont Madame Schiappa a parlé, dont on devait accélérer le processus de naturalisation. Mais si vous en faites partie, faut demander. Et puis là, vous êtes marié à un Français, donc ça devrait aller très vite. Okay. Donc, vous êtes appelé à devenir française en espérant que dans le passé, vous n'avez pas fait une chose qui pourrait être retenue contre vous, qui pourrait retarder votre demande. Donc, je vous invite à présenter votre demande de naturalisation. D'accord. En débloquant ton micro, Sylvie. Oui, excusez-moi. Bon, tout ça, c'est assez touffu comme densité d'informations. Déjà, pour Joséphine, il y a énormément, d'ailleurs aussi pour Rachel, il y a énormément de gens qui souffrent de l'effet de la crise sanitaire sur les droits sociaux. Et effectivement, la CAF, c'est quelque chose qui a été décrit autour de nous vraiment plusieurs fois et on trouve ça vraiment pas du tout normal que dès qu'il y a problème de renouvellement d'un titre de séjour, tout puisse s'arrêter, le travail. C'est comme une fabrique des sans-papiers finalement, hein, dont la France peut être spécialiste quand même. Donc c'est un peu effarant. Donc déjà pour dire ça, et je ne sais pas si on se rend compte de la charge mentale que ça représente pour les gens. De ne pas arriver à renouveler leur titre de séjour et tout ce que ça représente pour eux. On a des gens qui sont très très angoissés par rapport à ça et qui n'arrivent pas à gérer cette angoisse. Donc on est vraiment obligé de reprendre les choses une à une, de vraiment les réconforter dans leur démarche, etc. Et on trouve ça terrible, quoi. Voilà. Ok. Merci. Oui, si vous voulez. Par contre, je trouve très important pour Rachel de continuer le raisonnement de pourquoi demander la nationalité française. Donc déjà, aux amoureux au banc public, on défend une citoyenneté de résidence. C'est-à-dire que quelqu'un qui
vit quelque part ait le moins de différence possible avec quelqu'un qui a la nationalité. Qu'il y a une différence, si on aura effectivement, on peut supposer toujours, même si on peut le regretter, mais en tout cas que ça se rapproche. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'ai longtemps milité pour le vote des étrangers aux élections locales. On trouve qu'une citoyenneté de résidence, c'est pas un vain mot et ça devrait pouvoir exister. Donc de vivre en France sans être français soit reconnu. Qu'on ait une citoyenneté liée au fait de vivre quelque part sans avoir la nationalité. Déjà et d'une. La deuxième, et ça c'est un problème plus éthique, tout à fait au-delà du juridique, c'est que représente pour vous la nationalité française. Par exemple, un pays qui a été colonisé par la France, si vous êtes originaire de ce pays, que vous vivez en France et que vous demandez la nationalité, vous allez endosser la nationalité, ou pour parler peut-être un peu juridique, l'intérêt du pays qui a colonisé le vôtre. Il y a un problème éthique par rapport à ça. À chacun de répondre comme il peut, y compris avec la pression, le chantage, avec l'idée qu'on vivra mieux, qu'on aura plus de sécurité, qu'on aura plus de légitimité si on est français. Hein. Je n'amène pas de réponse. Simplement, on trouvait important de poser la question. Que signifie, et ça c'est une question très intime finalement, de demander la nationalité du pays où l'on vit. Voilà. C'est pétri avec l'histoire des deux pays, son histoire à soi, le cheminement qui a fait qu'on est là, qu'on soit tombé amoureux, par exemple, pour vous, Rachel, d'une personne française, enfin voilà. Donc ça, nous, on trouvait que c'était quand même assez important de bien le préciser. Ok, merci. Après, juste une dernière chose, ce n'est pas parce qu'on se marie avec un ou une Française que la nationalité est automatique. Okay. C'est souvent une idée préconçue qu'on a. Donc non, il faut instruire le dossier et comme dit Jean, chaque pièce va être regardée de manière extrêmement pointilleuse et c'est pas parce qu'on est marié avec un Français que c'est pas automatique. Voilà. Par contre, c'est effectivement une des portes d'entrée d'accès à la nationalité, le fait d'être français, le fait d'être ascendant d'un enfant français, etc. Donc il y a un certain nombre de possibilités qui font que vous, comme disait Jean tout à l'heure, vous avez deux possibilités, soit vous faites valoir le fait que vous êtes conjointe de Français, soit vous dites j'ai une insertion professionnelle et familiale en France et je demande la naturalisation. Donc c'est des portes d'entrée différentes. Voilà. Je salue parmi les auditeurs qui sont arrivés en deuxième partie d'émission, Monsieur Oma Mwemba. Je salue Monsieur Tony Photo de Paname Bulakati qui est arrivé en deuxième partie, lui qui me disait je serai présent, il est là mais un peu en retard. Posez-vous vos questions parce que nous sommes sur la deuxième partie. Alors nous avons pas mal de questions déjà chez les auditeurs, je vais essayer de les lire très rapidement, qu'on puisse me répondre aussi très rapidement, qu'ils aient aussi leur réponse. Alors la première question c'est: peut-on demander la nationalité quand on est étudiant étranger? Monsieur Jean Didas, très rapidement. On a plein de questions. Je vous débloque le micro. Aussi. Non, alors, on ne peut pas être... Oui, allô? On y va. Allô? On vous écoute. Ouais, il n'est pas... juridiquement, actuellement, il n'est pas possible... lorsque on est sous le régime titre de séjour mention étudiant, on ne peut pas demander la nationalité française. Il faudrait d'abord changer de statut d'étudiant, vie privée, vie familiale, puis demander la nationalité française. Et donc, okay. Si un étudiant master 2 demande la nationalité française, elle ne lui sera pas accordée. Il faudrait d'abord qu'elle entre dans la vie privée. Très bien. On va vraiment y aller très rapidement parce que l'heure avance et je dois vous libérer.
il y a Madame Farah Ali qui dit « Bonjour, ma question s'adresse à Monsieur Jean Didas. Est-ce que ce serait possible de déposer une demande de nationalité française pour un enfant à l'âge de 19 ans qui habite à l'étranger? Sa mère est en France depuis plusieurs années. » Monsieur Jean Didas? C'est une question importante. C'est une question de droit international privé. Il faudrait voir la nationalité du père avant de répondre à cette question. Et il faut que je regarde la loi de la nationalité du pays du père. Mais sinon, il peut faire la demande au consulat du pays où il vit. Si la loi du pays où il vit, donc la loi du pays de son père, le permet. Très, très bien. OK. Alors, vous aviez demandé un complément d'information pour Tamar Iso qui nous indiquait qu'elle avait, je remets le message, 4 demandes à son actif et toujours ajournées. Vous lui aviez demandé un complément, elle était pupille de la nation. J'ai vu qu'elle avait complété sa demande que je mets ici présent. Première demande, situation professionnelle instable. Vous n'avez pas encore un travail stable ni appartement. Deuxième demande, vous avez fait objet d'un vol à l'étalage. J'avais 16 ans et je volais une bouteille de whisky avec une copine. Pas bien, Camar. Troisième demande, mon mari a roulé avec ma voiture non assurée. Même si c'est pas elle qui était au volant, c'est considéré comme si j'ai prêté une voiture non assurée. Et la quatrième demande, 2 ans sans réponse. Si c'est encore l'ajournement, je laisse tomber. Waouh, Camar, tu as... Il a quel âge? Il a quel âge? Il a quel âge? Camar, c'est une femme qui se... Camar, à quel âge? Demande-t-on. Alors, c'est une femme. Alors, un conseil. Elle ou il, je sais pas si, c'est une femme, j'entends que c'est une femme. Je pense que c'est une femme, oui. D'accord. Elle fait une nouvelle demande. Si elle n'a pas gain de cause, elle saisit un avocat qui va à son tour saisir que le tribunal et le tribunal va arbitrer entre lui et l'État. Faut que elle se dise que l'État n'a pas toujours raison. L'État peut rendre, en ce qui le concerne, une décision que le tribunal n'appréciera pas. Donc, je l'engage à faire une énième demande, une nouvelle demande. Si l'administration rejette encore sa demande à ce moment-là, que le tribunal soit saisi, que le tribunal dise qui a raison entre les deux. Elle indique qu'elle a 34 ans. Oui, alors, elle fait une nouvelle demande. Si la nouvelle demande reçoit la même réponse que les demandes précédentes, elle contacte un avocat qui va saisir le tribunal. Comme ça, le tribunal va arbitrer. Il ne faut pas qu'elle se laisse décourager par les décisions de l'administration. Il faut dire qu'au-dessus de l'administration, il y a le juge. C'est le juge seul qui dit si la personne, si l'administration a pris la bonne décision ou pas, même si on sait que le juge évite donc en matière de contentieux de la nationalité, surtout le juge de l'administration, à rendre des décisions qui contiennent, qui contraignent donc l'administration. Mais si un juge annule la décision et demande à l'administration de réexaminer le dossier, l'administration sera en difficulté pour prendre une nouvelle décision négative. Donc, faut surtout pas qu'elle désespère, puisque au-dessus de l'État, il y a le juge. Il n'y a que le juge qui peut dire si l'État a totalement raison ou pas. Ok. Alors, nous avons une question d'une personne qui est sur le panel, mais qui a un problème de micro, donc elle n'arrive pas à parler, mais elle entend tout. Donc, elle a présenté sa question
comme le public, et j'invite vraiment toutes les personnes qui sont dans le panel, profitez-en. Nous avons notre juriste, nous avons Sylvie ici présente. Ils sont à même peut-être à leur niveau de pouvoir répondre à vos questions. C'est le moment, il reste une vingtaine de minutes, donc saisissez ce moment. Nous avons Chamberline Marlise qui dit « Bonjour, ma question… » pour répondre… Attendez, je vais lire la question. Ma question s'adresse à tous, une personne régulière qui a fait 10 ans dans le pays. J'ai demandé ma nationalité, mais on m'a refusé car j'ai une attache à l'étranger, enfant en bas âge. Que faire? Ce matin, j'étais allée voir l'administration juridique qui me demande de faire le regroupement familial. Que faire? Monsieur Jean Didas d'abord et Sylvie, si elle pourra rebondir après. Alors, est-ce que avoir une attache dans son pays d'origine, à l'étranger, peut bloquer notre demande de nationalité? Parce que de ce que Chamberline écrit, elle a un enfant en bas âge à l'étranger. Que Monsieur l'administration a pris… Il faut que vous répondiez parce que vous ne pensez pas à débloquer votre micro, c'est moi qui le fais. On n'a pas entendu le début de votre message. Si vous pouvez reprendre. Alors, je dis à Chamberline que l'administration a raison d'avoir pris cette décision-là à son encontre, parce que quand on demande de la nation française sur le fondement de l'article 21-16 du Code civil, comme dans son cas, il ne faut pas que une partie de sa famille, par exemple les enfants qu'on a eus antérieurement, puissent se trouver à l'étranger. Il faut que madame, tous ses enfants soient en France, ou pour les enfants qui sont à l'étranger, il faut qu'elle ait fait une procédure de regroupement familial. Même si le regroupement familial a échoué, même si elle n'a pas eu le droit de ramener ses enfants en France, donc l'administration ne pourrait pas lui opposer le fait que les enfants étaient à l'étranger, puisqu'elle avait demandé à le faire rentrer en France, mais que cela lui a été refusé. Donc Chamberline doit d'abord faire une demande de regroupement familial qui dure à peu près 18 mois, même si la demande ne marchait pas, par exemple, si l'administration statue à une date où les enfants deviennent majeurs, ou si l'administration instruit par le consulat pense que la filiation n'est pas établie, pas certaine, qu'il y a un problème sur les actes de naissance, même si une telle réponse lui est donnée, elle pourrait demander sa nationalité française sans que l'administration puisse lui dire que tes enfants sont à l'étranger. Donc, dans son cas, l'administration a pris une décision parfaite, même si Chamberline devait saisir le tribunal de Nantes, ben, ça sera rejeté. Donc, alors, l'article 21-16 du Code civil exige deux choses. Donc, il faut que toute la famille soit en France. Et il faut avoir donc des conditions financières qui permettent de devenir français. Bon, même si Manuel Valls, dans la circulaire du 28 novembre 2012, a allégé la condition financière en demandant au préfet de voir plutôt le parcours de la personne, comment donc la personne a évolué dans le temps, comment sa situation s'est améliorée. Donc la préfecture a pris la bonne décision. Ok. Sylvie, est-ce que tu souhaites rebondir par rapport à la situation de Chamberline qui est ici présente avec nous, hein? Juste un problème de micro. Oui. Oui, alors je vais peut-être pas beaucoup l'aider, mais il y a un vrai problème avec le regroupement familial en ce moment. Sous prétexte de la crise sanitaire, on refuse à toutes les personnes qui ont obtenu l'accord du regroupement familial, ce qui est déjà une réussite en soi, parce que c'est à peu près aussi compliqué de demander le regroupement familial que la nationalité française. Et aujourd'hui, on refuse les visas à toutes les personnes qui normalement devraient pouvoir rejoindre leur mari, leur mère, voilà, pour venir les rejoindre en France. Et il y a un vrai problème. Il y a
l'ADDE, des avocats qui se sont regroupés pour faire un référé avec un certain nombre d'associations, et on vous appelle vraiment à être vigilant sur ces questions et d'essayer de réagir, parce qu'il y a une situation qui est profondément anormale, que de ne pas rapprocher des familles. Donc là, c'est en général des résidents étrangers qui veulent faire venir auprès d'eux leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, voilà. Et on trouve que la situation est vraiment tragique. Par contre, oui, de nouveau, Jean a raison, ne vous découragez pas, faites cette demande de procédure pour votre enfant, ça doit être très douloureux, la séparation. En tout cas, Chamberlaine, je t'invite à continuer à suivre l'émission, à liker la page, parce que très bientôt, on aura toute une équipe d'avocats, ainsi que Monsieur Jean Didas, des juristes, qui interviendront sur la thématique justement du regroupement familial. Donc, tu feras peut-être aussi partie de cette thématique-là. N'hésite pas. Rachel, tu souhaitais réagir? Oui, effectivement, je voulais réagir parce que Chamberlain nous a écrit que l'enfant avait été reconnu par son mari français. Est-ce que ça a du poids pour une autre procédure? Est-ce que ça compte pour quelque chose? Je ne sais pas. Ils n'ont pas l'air très optimistes plus haut. Ils ont vu le commentaire, mais Sylvie n'a pas l'air très... Quand elle l'est, hein. Elle le dit, il y a une possibilité, il y a une ouverture, venez nous voir. Mais là, je le sens même à son visage que c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose... En ce moment, il y a une crise du regroupement familial. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Jean. Je trouve ça vraiment... c'est un droit fondamental qui Donc là, on préfère séparer les familles, on préfère les laisser. Ah, clairement. Il y a des accords qui ont été donnés pour le regroupement familial, mais là, avec la crise, tout est cassé. Donc, pas de 3 mois de visa. Oui, et avec une mauvaise foi. La procédure est très, très longue. Hein, au départ. Des familles divisées, des femmes d'un côté, des maris de l'autre, des enfants qui restent au pays. C'est très difficile, ça. Alors, une des grosses injustices du regroupement familial, mais ça mériterait presque une autre émission, c'est le fait que une femme ou une personne handicapée a en général des revenus moins importants ou travaille plus difficilement à temps complet, et donc prouver l'équivalent d'un SMIC mensuel et d'un appartement de la surface qui puisse accueillir. On en reparlera sur la thématique. Conjoint et enfants, ça devient très compliqué pour certaines personnes, et on pense qu'il y a discrimination du coup. Je vais venir maintenant. Tu nous as évoqué la crise, cette fameuse crise que nous sommes mondialement en train de traverser, pratiquement mondialement, sur tous les pays d'Europe, des États-Unis, Canada, etc. Semaj J. Sweet soulève justement pendant cette crise à la Covid, combien de temps faut-il attendre pour une personne qui souhaite faire sa naturalisation? Aujourd'hui, moi, j'ai plein d'appels de personnes qui me disent qu'ils doivent prendre rendez-vous à la préfecture, etc. On a vu qu'aujourd'hui, toute administration, il faut prendre rendez-vous aujourd'hui. On ne peut plus aller quelque part sans prendre un rendez-vous, même limite à la mairie. Et c'est bien de dire aux citoyens d'aller prendre rendez-vous sur ce fameux site, mais malheureusement, vous allez voir tous les commentaires indiqués ce soir sur mon plateau. Les gens n'arrivent pas à obtenir de rendez-vous. Ils ont beau se connecter à 4 heures du matin, un samedi, un lundi, peu importe l'horaire, c'est saturé, il n'y a jamais de place. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quel est le délai? Est-ce que on peut pas appeler, on peut pas envoyer des mails? Monsieur Jean Didas, comment doivent faire les gens? Il y a même un moment, je vois qu'un non, mais... Si quelqu'un arrive à lui obtenir un rendez-vous de naturalisation à la préfecture de l'Essonne, elle lui donne 100 €. Parce que apparemment, c'est compliqué. Monsieur Candidas, alors déjà, on a vu une époque où il y avait des files d'attente, des queues, des gens qui venaient même la veille pour faire la queue. Et là, on pensait s'en sortir, un coup de clic sur Internet. Mais non, c'est encore pire. Les gens en pleurent, hein. Les gens sont vraiment... mais il faut le comprendre. Bon. Ouais, mais nous savons bien, mais bon, souvent je fais des procès contre l'État, mais là, il faut reconnaître que le contexte est difficile. Il y a la Covid, beaucoup de gens travaillent en télétravail, les rendez-vous sont difficiles. En fait, c'est le contexte sanitaire qui crée ces difficultés. Bon, moi, je suis citoyen, je ne peux pas trop critiquer l'État sur cette affaire-là parce que d'ordinaire, ça marche plutôt bien.
Voyons, une fois qu'on sera sorti de la Covid, bon, les choses vont sans doute marcher. Bon, je suis désolé pour les personnes qui se trouvent en difficulté. En fait, j'ai lu une question sur les délais de demande de nationalité. En fait, les délais n'ont pas été rallongés dans le décret. Les délais sont restés les mêmes. C'est-à-dire, vous déposez votre demande, vous avez un récépissé, l'administration a 6 mois pour transmettre le dossier au ministère. Le ministère a 1 an pour répondre à la demande, éventuellement 3 mois en plus si le dossier n'a pas été traité. Donc, les délais sont restés les mêmes, mais simplement, on ne peut pas les mettre en œuvre facilement aujourd'hui. Même si vous saisissez le tribunal administratif en vous plaignant du mauvais fonctionnement du service public, donc de la préfecture, bon, mais le juge va vous dire non, repartez devant l'administration et à chercher un rendez-vous. Donc non, le contexte est vraiment difficile. Bon, est-ce que ce est un prétexte pour retarder le traitement des dossiers? Est-ce que vous m'entendez? Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Vous êtes sur une antenne libre. Quelle autre voie est possible? Nous avons vraiment des intervenants qui nous disent, nous avons Tony Photo qui nous dit, moi et ma femme, on a essayé de prendre un rendez-vous sur le sein, mais il y a toujours des plages horaires. Il y a toujours, apparemment, il n'y a pas de place. Que faire pour obtenir, car le dossier est déjà prêt. C'est pour la nationalité ou pour le titre de séjour? Tony, est-ce que tu peux nous préciser exactement ta demande, nationalité ou titre de séjour? Voilà. Et je reviens très rapidement, donc le temps qu'ils répondent à notre très chère Chamberlaine parmi nous, avec son enfant qui est à l'étranger. Elle demande, et si on fait venir l'enfant par une autre voie? Quelles sont les autres voies possibles? Il y a d'autres recours. Non, ça ne marchera pas. Non. Chamberlain, faut être sage, faut être très sage. Pourquoi? Parce que l'administration sait que votre enfant est à l'étranger, que vous n'avez pas demandé un regroupement familial. Si vous le faites venir par une voie, on va dire parallèle, illégale, et que vous mentionnez son nom, l'administration va vous demander comment vous l'avez fait entrer. S'il apparaît que ça a été par des voies un peu particulières, donc on va vous ajourner pour rien. Donc, à votre place, non, c'est simple. Faites votre demande de regroupement familial, quel qu'en soit le résultat, que le regroupement familial vous soit accordé ou pas, il vous suffira de justifier auprès de la préfecture, de l'État, que vous avez fait la demande de regroupement familial, peu importe le résultat. Si vous faites entrer l'enfant par une voie parallèle, mais l'administration risque de le savoir. Si l'administration le sait, on ne vous donnera pas la nationalité française. Ok, merci beaucoup, Monsieur Jean. Sylvie, je reviens sur Monsieur Tony qui nous indique que lui et sa femme essayent désespérément de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture pour faire leur demande de nationalité, mais en vain. Leur dossier est prêt. Est-ce que tu as écho de tous ces retards de l'administration, ces problèmes de réservation? Alors, tout le monde se rappelle des files d'attente devant les préfectures. Oui, c'est un problème général. Qui ont atteint un niveau où ça devenait visible dans la ville. C'est-à-dire que ça gênait les gens qui passaient devant le matin, ça parlait sur les réseaux sociaux, ça réagissait. Aujourd'hui, vous ne voyez plus ces files d'attente. Et du coup, les associations on dit que les files d'attente sont devenues invisibles par la dématérialisation des files d'attente. Donc, quand on prend un rendez-vous, on a la même file d'attente finalement qu'avant, mais elle ne se voit plus. Donc, il y a énormément d'associations qui militent contre ces délais. À un moment donné, nous, on peut même proposer aux gens de déménager vers une préfecture un peu moins difficile. Voilà. Joséphine qui habite à Toulouse qui indique que dans le sud, c'est beaucoup moins long. Voilà, et à Strasbourg, nous on est à Strasbourg aussi. À
après, évidemment, déménager, ça peut paraître monstrueux, mais à un moment donné, on n'a pas le choix. Voilà. Ok. Alors, évidemment, c'est pas la meilleure réponse qu'on pourrait faire, mais il y a réellement des endroits où ça ne fonctionne pas. Et là, par contre, Jean, je suis un peu moins d'accord avec vous. C'est une politique du gouvernement que de ne pas affecter de moyens au service des étrangers dans les préfectures. Et pour moi, ça correspond à une politique de découragement des personnes. Et par rapport à la crise sanitaire, j'ai eu des échos d'un cabinet d'avocats qui disait les OQTF, elles sont données, elles sont délivrées en priorité par rapport aux réponses sur les titres de séjour. Donc la crise sanitaire est arrangeante aussi, et pour nous, elle agit un petit peu comme un révélateur de problèmes. Et à un moment donné, on se dit, finalement, si l'idée de couple binational aujourd'hui aura évolué de manière plus moderne, c'est-à-dire que c'est pas forcément que le mariage, eh bien, je pense que la crise sanitaire aura permis ça, de comprendre que un couple non marié qui n'habite pas ensemble peut avoir envie de se voir au-delà des frontières. Dernier petit point par rapport à cette crise sanitaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les frontières qui étaient devenues invisibles, notamment dans l'espace Schengen, ont ressurgi. On s'est retrouvé avec la frontière, par exemple, entre la France et l'Allemagne, et la frontière entre l'Allemagne et la France. À des moments, ça a été fermé d'un côté ou de l'autre. Et en plus, on a une troisième frontière qui a ressurgi, qui est quand vous prenez un avion, quelquefois, il n'y a pas la ligne ou la ligne vous interdit de passer si vous n'avez pas tel ou tel papier surajouté à ceux des deux États concernés. Donc c'est vrai que la crise sanitaire révèle les dysfonctionnements, les gens qui se parlent pas, les administrations qui deviennent kafkaïennes en demandant des choses qui sont complètement impossibles. Et vous avez raison de dire que la justice est au-dessus de l'administration. Mais est-ce que c'est normal, quand on n'a jamais rien demandé, qu'à vivre heureux et sans histoire, que de se retrouver avec des dossiers administratifs insolubles pour certains et une judiciarisation quand vous dites prenez un avocat, faut avoir les moyens, faut avoir le courage de monter une aide juridictionnelle, etc. Aide juridictionnelle qui est réduite en ce moment, quand même, ou en tout cas l'accès en est rendu plus complexe, notamment pour les personnes étrangères. Donc, on n'est pas très content du résultat. Voilà, aux amoureux. Wow. Merci Sylvie pour ce coup de gueule, si je peux me permettre, qui est très juste. Jean-Di Das, on va en arriver à cette fameuse crise sanitaire. Sylvie nous a donné tous les points négatifs et on sait qu'il y en a beaucoup. Mais, parmi les choses négatives, nous avons aussi du bon. Dans cette crise sanitaire, nous avons entendu une bonne nouvelle. Nous avons entendu et vu et lu plusieurs articles de presse où on parle d'accélérateur, d'attribution de nationalité française rapide et massive pour les personnes qui ont travaillé, on les a appelés, qui ont été mis en première ligne pendant cette période de confinement, pendant la Covid, toutes ces personnes qui ont été face au Covid-19, voilà, qui sont sorties, qui ont dû aller travailler malgré cette crise. Monsieur Jean-Di Das, pouvez-vous nous citer, parce que du coup, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul corps de métier, le personnel soignant, qui a le droit de faire une demande de nationalité parce qu'il a travaillé pendant le Covid. On parle même de la première période, et c'est tout. Est-ce que seul le personnel soignant est concerné? Non, il y a dans le texte que le ministère de l'Intérieur avait mis en ligne sur son site le mois dernier, j'avais dénombré 17, enfin environ une vingtaine de professions. Il y avait les livreurs, il y avait les gens qui travaillent dans des opérations mortuaires, il y avait des assistants maternels, il y avait des agents d'entretien. En fait, l'accent a été beaucoup mis sur les soignants parce que ce sont les soignants qu'on a le plus
vues à la télé. En fait, il y a environ 20 professions, je crois 17 ou 18 professions qui sont mentionnées par le ministère. Alors, je précise une chose, hein. Je précise une chose. C'est le ministère de l'Intérieur, donc Place Beauvau, qui a adressé au préfet des instructions leur disant traiter de façon accélérée les demandes de nationalité de ces personnes-là. Et aussi, le ministère a dit à la direction de l'accès à la nationalité donc d'accélérer aussi le traitement de dossier pour ces personnes-là. Mais il ne s'agit pas de création d'une nouvelle norme, c'est-à-dire un avantage spécifique à ces personnes-là. Simplement, on demande que leur dossier soit traité de façon accélérée. Donc, les services de l'État qui sont chargés de traiter ces dossiers-là vont continuer à se livrer au même type de contrôle. On va voir si la personne dans sa vie avait fraudé fiscalement, si la personne avait fait de fausses déclarations auprès de l'administration, si la personne avait été condamnée. Donc, on regardera tout ça. Donc, les gens ont jusqu'au 25 septembre de ce mois pour de cette année. Introduire leur demande. Ok. De cette année, 25 septembre, je crois. D'accord. Et quels sont les critères? Donc, les gens ont jusqu'au 25. Ce sont les mêmes critères, les mêmes conditions qu'une demande normale, initiale, traditionnelle? Non, ce sont les mêmes conditions que celles qui sont fixées aux articles 17 et suivants du Code civil. Simplement, demande fait d'accélérer le traitement des demandes émanant des personnes concernées. C'est pas que pour ces personnes-là, on va pas être très regardant ou on va, non, c'est pas ça. Bon, peut-être que en pratique c'est ce qui se passera, mais il n'y a pas eu, alors je précise, hein, il n'y a pas eu sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu une circulaire du ministre de l'Intérieur qui fixerait des lignes directrices, hein, comme on l'a vu donc en novembre 2012. On a envoyé des messages au préfet, donc les gens concernés doivent se signaler. Donc il y a deux périodes qui sont concernées. La première période, c'est celle qui se terminait en juillet 2020, et la seconde période, c'est celle qui a commencé le 13 octobre de mémoire. Donc voilà, donc les personnes on peut avoir été infirmier dans la première période, mais pas dans la deuxième période. Donc tant qu'on est dans l'une des périodes, on peut faire valoir ce droit-là, avoir son dossier traité de façon accélérée. Mais encore une fois, c'est au préfet de mettre en œuvre tout cela, sachant que aucune norme impérative a été faite par le ministre. De sorte qu'aujourd'hui, s'il y a un contentieux devant le tribunal administratif créé par donc un soignant qui se serait plaint de la décision rendue à son égard par l'administration, donc ce soignant ne pourrait pas invoquer une norme spéciale pour lui. Donc, il faudrait le préciser. Okay. Hein. Voilà. Ok, merci beaucoup. Sylvie, je vais toujours essayer d'accélérer sur ce sujet. Il reste quelques minutes avant qu'on puisse se séparer. Cette proposition qui a été faite par Marlène Chapia, la déléguée ministre déléguée à la citoyenneté, donc s'applique pour toutes les personnes qui ont des titres de séjour et qui ont travaillé. Donc on a dit qu'ils sont allés au front. On a cité beaucoup d'éloges pendant le confinement. Mais on le sait tous, hein, c'est pas une nouvelle que je vous apprends ce soir. Il y a aussi des personnes qui travaillent, des travailleurs sans papier, comme on le dit, qui ont aussi travaillé, qui sont aussi allés au front, voilà, sans avoir toutes les couvertures mutuelles, sociales
APL, etc. Est-ce que ces personnes-là sont prises en compte dans cette régularisation rapide et massive, Sylvie? Bah non, 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 non. Et pourtant, on a vu que dans des pays étrangers comme l'Espagne, l'Italie… Oui, l'Espagne, effectivement, on a connu un couple, par exemple, la personne française est partie en Espagne rejoindre son compagnon parce que c'était plus faisable. Mais sinon, ouais. Donc c'est quoi? On ne reconnaît pas, on les laisse dans leur feuille de… On a eu les marches des sans-papiers. On a eu les marches des sans-papiers, là, que vous avez pu suivre, mais effectivement, ils n'arrivent pas à se faire entendre. Hein. Je pense qu'il y a des enjeux d'élection et d'un gouvernement qui veut se montrer plus à droite qu'aux dernières élections pour se représenter. Et voilà. Enfin, je pense que c'est des enjeux de nouveau politiques sur lesquels on achoppe. Il y a un tout petit point sur lequel je voulais aussi apporter votre vigilance. Je sors un peu de la thématique encore. Vous demandez votre nationalité française et vous l'obtenez, mais vous avez fraudé. Par exemple, dans le cas d'un couple binational, c'est un peu ce qu'on connaît le mieux, mais il y a d'autres, il peut y avoir d'autres problèmes. Vous avez caché que vous avez, par exemple, que vous étiez déjà marié dans votre pays, que vous êtes en situation de polygamie, par exemple. L'État français se réserve le droit, Jean m'aidera parce que de nouveau je suis pas juriste, se réserve le droit de revenir en arrière sur votre naturalisation 2 ans après la découverte de ces faits. Donc voilà, on a eu une formation il n'y a pas longtemps et l'avocat nous avait alerté là-dessus, Mourad Zoui, et du coup je l'avais bien noté comme étant une difficulté supplémentaire. Effectivement, si vous fraudez, il n'y a pas de raison que ça se passe bien pour vous. Mais quelquefois, il peut y avoir des dénonciations. Enfin, vous pouvez être victime de situations un peu plus complexes. Sylvie, on me demande sur mon téléphone, je me réserve le droit de deux dernières questions avant la conclusion. On demande certains documents que vous savez, qui sont listés un peu partout, et on demande 2 documents, des avis d'imposition et un fameux bordereau. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le P237, mais concernant les avis d'imposition, si on n'a pas tout le nombre, parce que certaines personnes me disent, moi, je n'avais pas de papier à une époque, ou etc., etc. Moi, je n'ai pas tous les avis d'imposition. Qu'est-ce que vous conseillez à des gens comme Rachel nous l'a dit, Joséphine l'a vécu, etc., qui, à un moment donné, n'ont pas de titre de séjour, ou n'ont pas travaillé, ou ont été non imposables? Est-ce qu'il faut tout le temps déclarer ses impôts, peu importe sa situation? Alors oui, puisque justement c'est une sorte de preuve de vie en France, de présence en France, et j'encourage vraiment tout le monde, y compris les très jeunes gens, dès qu'ils sortent du cocon familial, oui, de faire la déclaration d'impôt. Souvent les gens se disent en début de vie, bah non, je déclare pas puisque j'ai rien gagné, mais c'est vraiment une erreur. Hein. Il vaut mieux déclarer qu'on n'a rien gagné que… Rachel qui est d'accord, je pense que ça l'a aidé. Donc, Jean pourra m'aider aussi là-dessus au niveau plus juridique. Je crois que la demande de naturalisation, c'est le jour de la demande où il faut être en règle au niveau du titre de séjour. Donc, c'est pas forcément un problème de ne pas avoir été en règle à un moment donné avant. L'important, c'est de remplir les conditions, évidemment, et d'être en règle au moment de la demande, comme le fait d'être majeur, comme l'a rappelé Jean. Enfin, de bien étudier tout ce que demande l'État français et d'être bien dans ces clous-là, parce que comme dit Jean, tout est regardé à la loupe et c'est une procédure longue où l'État français se réserve le droit, ce qu'on peut comprendre, de prendre le temps de bien regarder de près les papiers, les preuves avancées, etc. Rachel, tu confirmes? Est-ce que pendant cette période où tu étais plus reconnue partout, tu as quand même continué à déclarer tes impôts malgré les rejets
Ce qui était bien, ce que j'avais les assistantes sociales qui nous aidaient. Donc, là, j'ai vraiment eu des bonnes informations. Il fallait vraiment déclarer ses revenus, même si on n'en avait pas. Et j'ai vu que ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que ce sont vraiment les preuves de vie, comme l'a dit Sylvie. Et moi, par exemple, on me demandait pour chaque année de fournir trois preuves par année. Donc, j'ai dû, je ne sais plus si c'est trois, mais je ne sais plus. Il y avait en fait un certain nombre. Il fallait les classer par année et ça en faisait tout un paquet pour moi, vu que c'était 16 ans. Et je me souviens très bien que les preuves qu'on demandait qui sont légales, c'est vraiment les impôts, la banque, puisqu'on avait l'ouverture de compte, donc la banque, la sécurité sociale avec la CMU. Donc vraiment, ça, c'est important d'avoir ça, quoi. D'accord, merci. Monsieur Jean Didas. Et la scolarisation des enfants. Et aussi, ouais, voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé d'avoir les enfants qui étaient scolarisés. Et c'est ça qui m'a vraiment maintenue sur le territoire parce que, bon, je me suis dit, j'ai tout perdu en Afrique, mais au moins, les enfants sont scolarisés, sont sur un terrain où il y a possibilité d'aller loin dans les études. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait que je veuille vraiment rester. Super. Monsieur Jean Didas, on me parle d'un fameux bordereau qu'on demande. Alors, on peut avoir tout est OK, oui. Le CDI, les impôts, tout le document est OK. Non, mais c'est... Oui. Oui, Huguette. Alors, d'abord, pour prolonger compléter ce que Rachel a dit qui est important, oui. En effet, une nationalité qu'on a acquis par naturalisation peut se perdre. Si ensuite l'administration se rend bien compte que les informations qui lui avaient été données par le postulant au moment de la demande étaient des informations fausses. Donc, dans ma vie, j'ai déjà rencontré beaucoup de Français naturalisés, y compris des demandeurs d'asile, qui ont fait ensuite l'objet d'une procédure de retrait de la nationalité. Mais je précise, le droit en France garantit ces personnes-là, c'est-à-dire que quand l'administration envisage de retirer la nationalité, elle vous le dit et vous demande de vous justifier, de vous proposer une défense, premièrement. Donc, alors la dernière, l'un des cas qui me revient à l'esprit, c'est un man qui n'avait pas signalé qu'il avait des enfants en Mauritanie. Un jour, l'une de ses ex est allée demander le visa pour son fils au consulat de Mauritanie en présentant les documents du père de l'enfant. Le consulat a envoyé à Nantes. Et Nantes s'est rendu bien compte que le dossier qu'il avait reçu de ce Mauritanien-là avait omis de dire qu'il avait un enfant en Mauritanie. Et ça a créé des difficultés. Donc, l'État était prêt à lui retirer la nationalité. Donc, il a fallu l'assister. Heureusement, ça s'est bien passé. Dans d'autres cas, le mensonge s'est carrément retourné contre le demandeur de nationalité, puisque la nationalité, lui, a été ensuite retiré. Alors, Sylvie a dit que on regarde le titre, donc on regarde la situation de demande de titre de séjour à la date où on fait la demande. C'est vrai, mais on rencontre des décisions de rejet de naturalisation fondées sur le fait que la personne s'était maintenue sur le territoire français, bien qu'ayant fait d'un refus de séjour. Bon, généralement, dans ce cas, la préfecture ajourne simplement la demande, donc le temps de sanctionner la personne. Alors, quant aux déclarations d'impôt, alors il y a un problème qu'on rencontre souvent.
parce que les Africains qui vivent en France, qui ont laissé des enfants en France ou qui ont des parents en France et auxquels ils envoient de l'argent, parfois ils déclarent ces personnes comme des personnes à charge, comme des personnes à charge, pour essayer d'en tirer un avantage fiscal s'ils sont imposables. Alors, je précise que les gendarmes procèdent systématiquement au contrôle des déclarations fiscales, des avis d'impôt. Donc, s'il est apparu que la personne avait fait souvent, à son corps défendant, souvent de bonne foi, une déclaration qui n'était pas correcte, par exemple, en déclarant des enfants à charge, donc ce qui lui accordait des parts alors que ses enfants étaient à l'étranger, eh bien, la découverte de cette situation amène automatiquement au refus de la nationalité. Donc, lorsque on est en France et que l'on déclare ses impôts en France, il ne faut surtout pas déclarer comme enfants à charge des enfants qui vivent en Afrique, quand bien même on leur envoie de l'argent, parce que donc la notion d'enfant à charge est précise en droit fiscal. Ce sont les enfants qui vivent avec vous à votre maison. Même les enfants pour lesquels vous payez une pension alimentaire en France ne sont pas vos enfants à charge. Donc, si vous demandez la nationalité française et que vous avez déclaré antérieurement des enfants à charge qui n'étaient pas avec vous, eh bien, la gendarmerie va le savoir et il y a de fortes chances que la nationalité vous soit, enfin, donc ne vous soit pas accordée, mais que vous soyez ajourné à cause donc de cette fausse déclaration. Donc, il faut retenir toute fausse déclaration qu'on avait faite antérieurement auprès d'une administration cause des problèmes lorsque les gendarmes tombent sur cette déclaration-là au moment où on instruit sous la direction de la préfecture la demande de nationalité. Donc, il faut faire des déclarations honnêtes, correctes, parce qu'un citoyen se doit aussi d'être honnête à l'égard des autorités. D'accord, nous allons passer à la conclusion, mais très rapidement, je voudrais revenir sur ce fameux bordereau. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, il s'appelle toujours le 237. On m'indique qu'il y a un bordereau qui est demandé, qui parle un peu de tout ce qui est la situation fiscale, etc. Est-ce que ça peut être pénalisant pour l'attribution de la nationalité française? Donc, s'il y a peut-être des dettes dessus, des amendes, des contraventions. Monsieur Jean Didas, très rapidement, que on va devoir se... Oui, ça. Alors tout cela peut être pénalisant. Il faut dire que la décision, donc d'attribuer la décision, plutôt d'attribuer la nationalité, revient à l'autorité administrative sur la base d'un rapport qui lui est fait. Donc ensuite, l'autorité envoie ça au ministère. Bon, parfois, on peut faire, parfois l'administration peut voir que le dossier fait apparaître une situation qui n'est pas bien, mais peut considérer que voilà, c'est pas un problème. Alors moi, j'ai déjà vu des gens qui avaient été condamnés pénalement et de façon sévère par la justice, mais qui m'ont surpris parce que ces gens-là ont eu la nationalité du premier coup. Donc, je pensais que ces personnes-là allaient être ajournées. En fait, parfois, l'administration ferme les yeux, mais quand elle cherche à appliquer ces critères les plus exigeants, donc en matière de moralité et de bonne vie, si quoi que ce soit lui apparaît, en tout cas, elle ajourne. Mais bon, peut-être pour des raisons politiques, elle peut fermer les yeux. Donc, mieux vaut se présenter à l'administration avec un dossier bien, correct, plutôt qu'avec un dossier qui poserait problème. Alors, il y a un cas que j'ai déjà rencontré dans ma vie qui m'a toujours fait sourire.
C'était un garçon qui avait demandé la nationalité à l'âge de 35 ans. Il travaillait, ingénieur, il gagnait bien sa vie. Simplement, à 19 ans, il avait été contrôlé dans une cité, dans un scooter, sans son casque. Donc, il avait été verbalisé par la police. Et 15 ans après, ce fait ressort dans un dossier de nationalité. On lui dit, on vous ajourne. Donc parfois, on ajourne sur les choses qui apparaissent anodines. Et quand on va voir le tribunal administratif pour s'en plaindre, bon, souvent le tribunal rejette la requête parce qu'elle considère que qu'il n'a exercé qu'un contrôle en cas d'erreur manifeste d'appréciation et que l'accès à la nationalité, c'est un privilège qui est accordé à l'étranger par l'État et que quand l'État pensait que ce n'est pas le moment, donc parfois le tribunal botte en touche et dit voilà, je rejette la requête. Donc, il faut faire attention pour une moindre chose. Pour une moindre chose, on peut vous ajourner. Bon, après, on finit par l'avoir. Mais souvent, les premières demandes font l'objet d'un rejet ou d'un ajournement. Monsieur Jean, en tout cas, des gens qui sont mariés. La dernière question de Chamberlain, voilà. Toujours avec son dossier de son enfant à l'étranger. Quand on fait le regroupement familial, on reprend à zéro la demande de naturalisation. C'est vraiment une dernière question et puis on va faire le mot de la fin là. Oui. Oui, c'est bon. Vous avez répondu. Donc, Chamberlain fait d'abord. C'est bon. Donc, il fait le regroupement, puis il fait une nouvelle demande. Très bien. Merci beaucoup. Ça devra marcher. Je tiens à tous vous remercier. Franchement, c'était une émission riche. J'ai eu beaucoup de remerciements de la part des auditeurs et auditrices. Merci vraiment à tout le monde. Je vais vous permettre de quand même clôturer avec un mot de la fin. Je tiens vraiment à vous puissiez aussi, les experts, essayer de nous donner un message pour toutes ces personnes qui me disent on n'arrive pas à avoir de rendez-vous, on n'arrive pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est vraiment ça qu'ils sont en train de rechercher. Ils ont leur dossier prêt. Mais je vais laisser à mes 3 personnes qui ont intervenu. Joséphine, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Superbe. Alors, comment tu as perçu l'émission? J'ai trouvé l'émission très intéressante et j'ai appris pas mal de choses, en sachant que mon cas est un peu différent pour la nation française à moi, mais c'est très intéressant en fait. Très intéressant. Monsieur Jean a très bien parlé, a donné beaucoup d'informations. Vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Vraiment, ce fut un réel plaisir, Joséphine. Merci beaucoup pour ton intervention et je te dis à très bientôt pour une nouvelle thématique. Pas de problème, à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Servante Chamberlain, essaye de bloquer ton micro. Peut-être que pour la fin, on entendra ta voix. Peut-être. Essaye. Non, jusqu'au bout, malheureusement. Laisse-nous un message par écrit que je vais partager. En tout cas, merci beaucoup pour toutes tes questions très intéressantes. Comme je t'ai dit, il y aura une thématique sur le regroupement familial. N'hésite pas à participer. On fera des tests si tu veux, toi et moi, pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Excellente soirée à toi. Rachel. Alors, oui. La première sur cette plateforme-là avec moi. Comment tu as senti l'émission? Tes impressions? En tout cas, très, très bonne émission parce que c'est vraiment des questions que tout le monde se pose et avoir des réponses comme ça tout au long de l'émission, je pense que ça aide beaucoup à avancer dans son cheminement, dans ce qu'on a envie de faire. Moi, ce qui me marque beaucoup, c'est Sylvie. Elle nous emmène vraiment à nous poser les bonnes questions. J'ai bien aimé cette question-là qui est pourquoi avoir la nationalité française et que représente pour nous la nationalité française. Si on n'a pas fait son cheminement, c'est difficile d'aller jusqu'au bout et il faut vraiment ce genre de questions pour pouvoir bien faire les choses. Vraiment, je suis contente d'avoir entendu les uns et les autres. Monsieur Jean aussi, vraiment très, très riche. Tous ces conseils, toutes ces idées. Vraiment, je suis ravie d'avoir été là ce soir. Un grand, grand merci, Rachel. C'était aussi un honneur partagé pour nous. À très bientôt, en tout cas, pour une nouvelle thématique. Merci. À très bientôt.
Je garde mes deux experts, comme on dit, les meilleurs pour la fin. Alors, Sylvie, pour cette deuxième parmi nous, est-ce que tu as pu dire tout ce que tu voulais? Surtout, j'étais très contente de revoir Jean, de le réentendre. Il est déjà sur le même plateau que lui la première fois. Tout à fait. Voilà. Le conseil du jour, c'est évidemment de se renseigner avant de faire les choses. On l'a senti au travers des témoignages, d'être accompagné, de ne pas rester seul. Les amoureux au banc public sur des situations de couples binationaux, donc franco-étrangers, peuvent répondre à un certain nombre de questions. N'hésitez pas à y aller, c'est gratuit. Il y a 7 collectifs en France, donc voilà, on est là. Et après, n'oubliez pas d'entraider d'autres gens. Une fois que vous aurez traversé toutes ces galères, de manière à pouvoir continuer la chaîne, voilà. J'aime beaucoup. Sylvie, est-ce qu'il y a une porte magique qu'on ne sait pas, parce que tu nous as donné plein d'astuces ce soir, déménager s'il le faut, etc. Mais pour ceux qui restent dans leur résidence, parce qu'il y a aussi le travail, il y a les enfants, il y a pas mal de paramètres, est-ce qu'en allant taper dans les portes des associations, il y a possibilité, vous avez des codes d'accès spécifiques, des coups de fil, comment on peut faire? Non, c'est vraiment de la rigueur, un petit peu comme dit Jean, de bien monter le dossier, que tout soit ordonné, que les pièces soient numérotées, qu'on apprenne aussi à être limpide par rapport à sa situation, cacher un fait qui est découvert par l'administration, c'est problématique, etc. Se rendre compte aussi de la difficulté. Et peut-être même au bout du cheminement se rendre compte que c'est pas parce qu'on a la nationalité française que tout va être résolu non plus. D'accord. On a connu des gens qui avaient tenu bon jusqu'à l'avoir et puis après qui s'étaient rendu compte que le racisme existait encore, que l'accès au travail était difficile, etc. Donc de pas non plus mettre tous ses espoirs dans ce document ou cette démarche. Ne pas oublier de vivre, voilà. Et j'ai vraiment une pensée très très forte pour les familles séparées, pour une maman qui est loin de son enfant en bas âge. Voilà. Okay. Merci beaucoup Sylvie, merci pour tous ces messages forts. Et tenez bon. Tenez bon. Oui. Monsieur Jean Didas, le seul homme de cette émission. Votre conclusion pour ce soir, comment tu as perçu l'émission, on t'écoute pour ta conclusion. Alors, ma conclusion, ce sont deux questions fortes qui ont été posées par Sylvie. La première au début de l'émission et la dernière à la fin de l'émission. Deux questions qui, à elles seules, mériteraient de donner lieu à une émission spéciale. Pourquoi accéder à la nationalité française? En fait, Sylvie pose une question grave parce que contrairement à ce que certains peuvent penser, la nationalité ne confère pas seulement des droits, mais elle crée également des obligations puisque la nationalité, c'est un lien d'allégeance. Et le loyalisme est quelque chose, est l'un des critères d'accès à la nationalité et être loyal à l'égard du pays dont on a la nationalité signifie qu'on a des devoirs, des obligations à l'égard de ce pays-là. La deuxième question par laquelle je terminerai et que Sylvie a soulevé là tout à l'heure, c'est mais finalement, la nationalité, ce n'est pas tout. Effectivement, la nationalité, c'est pas tout, parce que quand on a la nationalité française, il faut ensuite trouver un travail, bien s'occuper de sa famille. Mais néanmoins, la nationalité est une chose importante en France, et je pense que Sylvie sera d'accord avec moi sur ce point, parce que elle permet à la personne qui en est détentrice de pouvoir voter et donc de participer un peu à la désignation des personnes qui sont chargées
qui ont l'autorité pour prendre les décisions publiques. Vraiment, heureux que Sylvie ait soulevé deux questions graves auxquelles très peu de personnes cherchant à devenir françaises ou ayant acquis la nationalité française pensent. Ce sont des questions graves, car la nationalité, c'est pas seulement un document, c'est un lien d'allégeance. C'est comme ça que dans le temps on disait. Je suis heureux que Sylvie ait soulevé ces questions-là. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Merci à vous, Monsieur Jean Didas. Merci pour toutes ces questions juridiques que vous avez pu répondre. Vous avez apaisé, je l'espère, les cœurs, les esprits, les pensées de tous ceux qui ont posé des questions. Merci vraiment, les auditeurs. Jusqu'à maintenant, vous êtes encore accrochés. Je vois encore bon nombre toujours connectés. Partagez cette émission, ça pourra vraiment pouvoir aider des personnes qui se posaient des questions. Je pense que vous avez posé les questions les plus courantes. Ce soir, on avait encore d'autres questions, mais on fera certainement un complément prochainement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour que vous soyez informés du démarrage du direct. Je vous invite à vous abonner sur la page Facebook Meet Huguette. Juste un pouce, un j'aime en haut de la page, de mettre des j'aime sur l'émission d'aujourd'hui pour qu'elle ne soit pas annulée, signalée, hein, parce qu'on n'a rien dit de péjoratif, c'est pour édifier et c'est très constructif. Et partagez l'émission, vraiment partagez, donnez de la force à cette émission, vous me donnez de la force de continuer à développer des émissions. Semaine prochaine, on aura une thématique un peu plus légère. Pourquoi, voilà, je titille un peu les gens par mon titre, pourquoi les hommes noirs aiment les femmes blanches? Alors, cette thématique, on voit les joueurs de foot, on voit pas mal de gens. Qu'est-ce que vous reprochez à vos sœurs africaines, à vos sœurs noires? Voilà, on se dira tout. Il y a un phénomène où les hommes disent plus les femmes africaines, elles sont matérialistes, elles sont ceci. Vous viendrez nous dire tout ça sur le plateau. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi, à 21h. En tout cas, je viendrai la semaine prochaine écouter. Merci. Avec plaisir. Je viens de suivre moi aussi. Bon, je viens de suivre moi aussi. Ça plaît déjà. À la semaine prochaine. Bye. Merci.